Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la maladie de Gumboro. Donc je vous propose le plan suivant. Tout d'abord, on va parler de l'objectif pédagogique. À l'issue de ces rappels ou à l'issue de ce module, notre objectif c'est de faire comprendre, un, la pathogénie de la maladie, deux, que les apprenants puissent reconnaître les signes cliniques, que les apprenants puissent aussi interpréter les lésions de la maladie, enfin qu'ils arrivent à élaborer une stratégie vaccinale dans l'optique de prévenir durablement la maladie. Donc le plan que je vous propose est le plan d'une maladie infectieuse, un plan classique comprenant une définition, un rappel anatomique, de l'historique, l'étiologie, un peu d'épidémiologie, la clinique, avec surtout les signes lésionnels, le diagnostic, le traitement et on va finir par la prévention. Donc en définition, nous dirons que euh, la maladie de Gumboro est une maladie contagieuse, virulente, inoculable, due au virus IBA, autrement dit, the Infectious Bursal Agent. Cette maladie frappe surtout les gallinacés de 3 à 6 mois, particulièrement dans le cadre de l'élevage des poulets de chair. Nous verrons un peu plus loin dans le cadre des poules pondeuses. C'est des sujets qui sont atteints sont surtout autour de la 22e semaine. Et cette pathologie entraîne des troubles digestifs avec une diarrhée blanchâtre, mais aussi de l'apathie, de l'anorexie, si bien que vous aurez l'impression que les animaux sont en boule. Sur le plan histologique, la pathologie entraîne une inflammation de la bourse de Fabricius qui devient hémorragique, puis évolue carrément vers la nécrose. Et en plus de cela, on observera des hémorragies en nappe au niveau des masses musculaires telles que les muscles pectoraux et les muscles des pattes. Elle entraîne une mortalité modérée, mais par contre, elle entraîne surtout un grand retard de croissance. Cette pathologie entraîne une atteinte principale qui est la destruction de la bourse de Fabricius. Et comme vous le savez, la bourse de Fabricius intervient dans le cadre de la protection immunitaire des oiseaux. Donc la conséquence, c'est une immunodépression sévère chez les animaux. Et cette pathologie a une importance économique majeure en aviculture. Et ce, surtout en élevage de poulets de chair, où vous trouverez surtout des jeunes sujets de 4 à 6 mois qui vont faire la maladie. Alors que chez la poule pondeuse, c'est surtout chez les sujets d'environ 22 semaines. D'un point de vue épidémiologique, on dira qu'elle a une évolution épidémique en élevage de poulets de chair et une évolution enzootique en élevage de la poule pondeuse. Là, nous avons un sujet en boule, comme je le disais, lors d'une bursite infectieuse. Là, nous avons une diarrhée qui est blanchâtre et on voit ici la couleur blanche, très certainement due aux cristaux d'urate qui sont éliminés en même temps que les matières fécales. Nous constatons aussi que les matières fécales sont trop liquides, d'où la diarrhée. D'un point de vue histologique, là, nous avons une bourse de Fabricius qui est normale, alors qu'ici, nous avons une bourse de Fabricius qui est hémorragique, voire même nécrotique. On va faire un rappel anatomique afin que les uns et les autres se rappellent, un, de ce que c'est que la bourse de Fabricius et deux, de son emplacement. Il faut dire que la bourse de Fabricius est un organe lymphoïde primaire. Autrement dit, il est présent, ou plutôt elle est présente au cours du jeune âge, mais avec le temps, elle va disparaître au même titre que le thymus. Elle est uniquement connue chez les oiseaux. D'un point de vue localisation anatomique, elle est située juste sous le cloaque.
et elle a un rôle immunitaire majeur chez les jeunes car elle intervient dans la synthèse des lymphocytes B. Lors de la bursite infectieuse, elle s'atrophie pour ne laisser que des vestiges. Donc là, nous avons ici l'emplacement de la bourse de Fabricius. Si vous imaginez le tube digestif ici, donc juste avant le cloaque, entre les vertèbres coccygènes et le cloaque, vous verrez la bourse de Fabricius, alors que le thymus, son emplacement est ici. Donc là, nous avons une carcasse, nous avons une vue ventrale, là, nous avons le bassin, on a recliné le tube digestif et là, il y a la bourse de Fabricius que vous voyez avec cette couleur blanche nacrée. Comme historique, il faut dire que la bursite infectieuse a été décrite en 1962 à Gumboro, dans l'état de Delaware, aux États-Unis. Puis, après cette première émergence, on s'est rendu compte qu'il y a eu une expansion rapide à l'échelle mondiale, si bien qu'aujourd'hui, la maladie est cosmopolite. Il faut dire que dans les années 1980, il y a eu l'apparition des souches qui sont très virulentes et de par le passé, la pathologie était appelée la néphrose aviaire à cause des atteintes rénales. Pour ce qui est de l'étiologie, il faut dire que la bursite infectieuse est due au virus IBA pour Infectious Bursite Agent de la famille des Birnaviridae. C'est un virus à ARN d'environ 60 micromètres de diamètre et qui est résistant dans le milieu extérieur. Donc là, vous le voyez, avec des immunoglobulines qui sont fixées sur les spicules externes. Donc là, voilà l'image du virus IBA. D'un point de vue épidémiologique, il faut dire que la transmission se fait de façon orofécale. Autrement dit, les sujets malades vont éliminer dans leur matière fécale les virus et ce qui va contaminer les autres. Et il faut dire que ce virus est très contagieux. La maladie peut apparaître en toute saison, aussi bien la saison sèche qu'en saison humide. Pendant la saison sèche, c'est surtout les mois d'avril et de mai qui sont les périodes pendant lesquelles on observe la maladie, alors que pendant la saison humide, c'est surtout le mois de juillet ou d'août. Et ceci, c'est surtout en zone sahélienne. Chez le poulet de chair, elle apparaît le plus souvent entre la 3e et la 6e semaine d'âge et elle a une évolution épizootique. Par contre, chez la pondeuse, elle a une évolution enzootique et elle va apparaître entre la 22e et la 28e semaine avec un taux de mortalité allant de 10 à 15%. D'un point de vue pathogénique, il faut dire que le virus IBA entraîne une destruction des lymphocytes, une immunodépression et c'est ce qui est responsable des manifestations cliniques et surtout des lésions observées lors de l'autopsie. Parlons à présent de la clinique. Après une incubation de 1 à 3 semaines dans les conditions naturelles, on observe une atteinte de l'état général des sujets. Les sujets deviennent apathiques, ils prennent une forme en boule, il y a de l'anorexie, ils sont ébouriffés. Ensuite, on va observer une hyperthermie, les sujets qui tremblent et les poussins se déplacent rarement. On observe aussi une diarrhée blanchâtre, aqueuse, qui va souiller les plumes du cloaque et exceptionnellement, on peut observer une certaine cyanose de la crête et des barbillons. La déshydratation est très prononcée et certains oiseaux meurent vite. Par contre, certains peuvent échapper à la maladie et guérir au bout de 5 à 7 jours. Là, nous avons des sujets qui sont atteints de bursite infectieuse. Vous voyez, ils sont tous ébouriffés, ils ne se déplacent pas. Les sujets sont en boule. Là, une fois de plus, nous avons la diarrhée qui est très liquide, mais aussi blanchâtre à cause des cristaux d'urate que vous voyez ici. Il faut dire que les conséquences de la maladie de Gumboro, c'est surtout le retard de croissance. La morbidité évolue de 10 à 20%.
La morbidité évolue de 10 à 20% et la mortalité de 15 à 20%. La mortalité est inversement proportionnelle à l'âge des sujets. Autrement dit, plus les sujets sont âgés, moins la mortalité est grande. Autrement dit, plus les sujets sont jeunes, plus la mortalité est élevée. D'un point de vue lésionnel, il faut dire que sur le plan macroscopique, la carcasse est le plus souvent en très bon état d'embonpoint, ce qui illustre l'aspect foudroyant, l'aspect fulgurant de la maladie. On va observer en plus de cela une déshydratation des muscles et du conjonctif sous-cutané. Le jabot est vide car il y a de l'anorexie, les sujets ne mangent pas. Il y a une hémorragie en nappe au niveau des muscles pectoraux, au niveau des cuisses et au niveau des ailes. Les reins présentent une altération polymorphe hypertrophiée. La bourse de Fabricius est hypertrophiée. Elle peut augmenter de taille pour devenir 10 fois plus grande. L'inflammation subit un phénomène œdémateux et hémorragique. Et à la longue, la bourse devient carrément nécrosée après un passage par un stade purulent. D'un point de vue microscopique, autrement dit, lorsqu'on fait l'histologie, on observe une nécrose des éléments lymphoïdes de la bourse de Fabricius. Autrement dit, il s'agit d'une inflammation purulente et nécrosante. Le rein fait l'objet d'une néphrite épithéliale et dans la rate, on observe une nécrose avec une infiltration d'éléments histologiques. Là, nous avons des pièces pour autopsie. Là, nous avons des hémorragies au niveau des pectoraux et au niveau des muscles de la cuisse et de la patte. Là, nous avons l'inflammation de la bourse de Fabricius. Là, nous avons des pétéchies. Là, nous avons des signes d'hémorragie. Sinon, carrément, sur la face interne, on peut noter la nécrose. Là, nous avons la bourse de Fabricius. Là, nous avons l'hémorragie. Sinon, carrément, la nécrose. Là, il faut noter que la bourse de Fabricius a été coupée en deux afin de faire voir la partie interne. Là, nous avons les reins. Nous avons une néphrite. Les reins qui sont hypertrophiés. D'un point de vue clinique, si on vous présente un lot de sujets d'âge d'environ de 4 semaines et il y a un taux de mortalité de 25%, à l'autopsie, vous observez une hypertrophie de la bourse de Fabricius. Dans ce cas, votre diagnostic serait une suspicion de la maladie de Gumboro. Et cela peut être confirmé par une real-time PCR ou par l'histologie. Mais ce n'est pas toujours qu'on peut observer l'hypertrophie et la nécrose de la bourse de Fabricius. Deux fois, il s'agit des cas où il n'y a pratiquement pas de mortalité. Par contre, il y a un grand retard de croissance. Cela le plus souvent est dû à un échec de la vaccination. Donc, il s'agit de la forme subclinique due à une immunodépression précoce. Donc, il s'agit aussi de la bursite infectieuse, malgré que les lésions hémorragiques ou nécrotiques ne sont pas observées au niveau de la bourse de Fabricius. Pour ce qui est du diagnostic, on suspectera la maladie de Gumboro devant un processus morbide chez des sujets de 3 à 6 mois chez les poulets de chair ou de 22 à 28 semaines chez la poule pondeuse, avec une mortalité en pic au bout du 3e et du 4e jour chez la poule, chez les poulets de chair, une diarrhée qui est blanchâtre. La maladie disparaît au bout de 28 jours et si toutefois il y a une mortalité, chez le sujet vous observerez des lésions de bursite hémorragique, voire une bursite nécrotique. Toutefois, il faut faire un diagnostic différentiel avec la coccidiose à cause de la diarrhée, sauf que dans le cas de la coccidiose, vous verrez que c'est une diarrhée hémorragique, sanglante. Il faut aussi faire
un diagnostic différentiel avec la maladie de Newcastle, sauf que dans le cas de la maladie de Newcastle, il n'y aura pas que la diarrhée, vous pourrez trouver des signes nerveux, mais aussi des signes respiratoires. Le diagnostic de laboratoire se fait par histologie et on observe des lésions de bursite nécrotique. Toutefois, ce diagnostic n'est pas spécifique. Si vous en voulez un diagnostic de certitude, il faut passer à l'ELISA ou à la PCR temps réel. Pour ce qui est du traitement, il faudrait qu'il n'existe pas de traitement spécifique. Par contre, on peut réduire la mortalité en faisant boire les sujets abondamment pour essayer de réduire les lésions au niveau rénal. Cela empêche la formation des cristaux d'urate. Par contre, il y a une prévention. La prévention ou la prophylaxie sanitaire, autrement dit, lorsque nous sommes en zone endème, il faut éviter le contact direct ou indirect avec des groupes d'âge différents, car le plus souvent, ce sont les sujets les plus âgés qui contaminent les sujets les plus jeunes. Dans ce cas, il faut faire un élevage en bande, all in, all out. Et lorsqu'ils ont des âges différents, on les élève de façon séparée. Il faut s'assurer aussi de commander ces sujets dans un élevage sain, dans un élevage qui n'est pas contaminé. Si la maladie apparaît, il faut isoler les sujets atteints, il faut vider les locaux, il faut brûler la litière et il faut désinfecter avec du formol à 5%. Bref, il faut prendre toutes les mesures de biosécurité, sachant que la meilleure protection revient à la prophylaxie médicale. Et dans le cadre de la prophylaxie médicale, il existe des vaccins qui entraînent une immunisation précoce dès le 7e jour après l'exposition. Et ces vaccins aussi ont une durée de protection d'environ 8 mois. Toutefois, dans le cadre de la bursite infectieuse, il faut dire qu'il y a une certaine prémunition quand même maternelle. Autrement dit, les poussins reçoivent des anticorps maternels, ce qui fait que si vous faites une vaccination précoce, vous allez inactiver votre vaccin. D'où l'importance de chercher une fenêtre optimale pour la vaccination. Et cette fenêtre optimale s'obtient autour de 10 jours. Autrement dit, entre l'éclosion du poussin et le 10e jour, les anticorps maternels vont diminuer. À partir du 10e jour, leur taux est si bas. Et c'est en ce moment qu'il faut vacciner les sujets. Et l'immunité s'installera à partir du 17e jour. C'est le moment idéal où les anticorps maternels ont diminué en dessous du seuil de protection. Là, nous avons les vaccins qu'on rencontre sur le marché, en particulier le vaccin Nobilis et Gumboro avec la souche 228E. Là, nous avons aussi le vaccin de Cevac. En conclusion, je dirais que la maladie de Gumboro est une maladie majeure dans l'élevage des poulets de chair, surtout. Et il faut noter l'importance du raisonnement clinique qui est très crucial dans le diagnostic et surtout la capacité de poser les diagnostics lésionnels est très important et c'est surtout ces diagnostics lésionnels qui permettent de confirmer les lésions de la bursite infectieuse. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce module et c'est ce que j'ai bien voulu partager avec vous. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à la fédération, à l'interprofessionnel des agriculteurs de Niger, car nous sommes à leur service. Ces modules que nous faisons, c'est pour un rappel, c'est pour un renforcement de capacité, mais aussi c'est quelque chose qui peut être très utile pour tous nos frères qui sont dans les écoles inter-État de sciences de médecine vétérinaire, dans les écoles de Nantes, Alfort, Toulouse, pour ne citer que cela, mais sans oublier aussi Sidi Tabet, les écoles de sciences agronomiques et de production animale, telles que en Gaoundéré au Cameroun, au Rwanda, mais aussi l'IPDR de Kolo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas de soutenir cette chaîne, n'hésitez pas de soutenir cette communauté de partage de la science, car j'ai la ferme conviction que c'est par le transfert de technologie, c'est par la science que nous changerons le destin de l'Afrique en ayant une population qui mange à sa faim, particulièrement avec des protéines de grande valeur énergétique, mais aussi
booster l'économie en faisant des activités génératrices de revenus comme l'aviculture. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye.